L'année 1924, là où tout commence. Nous sommes dans les environs de Moscou, en plein hiver russe. Lénine, le père de la révolution bolchevique, vient de mourir. C'est l'un des premiers films où apparaît Staline. Avec les responsables soviétiques, il porte le cercueil du chef. Staline a 46 ans. Il est secrétaire général du Parti communiste, un poste relativement effacé. Parmi ses camarades, personne n'imagine encore que c'est lui qui va succéder au grand Lénine. À la fin des années 1920, Staline engage autoritairement l'URSS dans la voie de l'industrialisation accélérée. Toutes les énergies du pays sont tournées vers l'industrie. Le succès est spectaculaire et l'URSS devient une grande puissance industrielle. Mais l'industrialisation à marche forcée se paye au prix de lourds sacrifices. L'industrialisation à marche forcée de l'URSS date de 1929. Cela permet à l'URSS de devenir une puissance mondiale. La réussite est particulièrement marquée dans le secteur de l'industrie lourde. Les résultats les plus spectaculaires ont été la centrale électrique construite sur le Dniepr, achevée en 1932. C'était la plus grande centrale électrique du monde. Un autre grand succès fut le combinat métallurgique de Magnitogorsk en 1930, poussant l'URSS au rang de premier producteur d'acier mondial. Les secteurs économiques qui sont durablement affaiblis par l'industrialisation à marche forcée sont l'agriculture et l'industrie légère. Une crise du logement, c'est quand il n'y a pas assez de logements pour toute la population. À cause de cette crise, des maisons en bois et de boue sont apparues partout dans les villes. Cela ressemblait à des bidonvilles. Les rares appartements étaient partagés entre familles, les rendant presque inhabitables. L'industrialisation à marche forcée a accentué la crise du logement, car le gouvernement mobilisant toute la main-d'œuvre pour l'industrie lourde, il n'y avait plus de travailleurs pour construire des immeubles afin d'accueillir une population toujours plus nombreuse. Un exemple avec le témoignage d'une ancienne ouvrière. What were the living conditions like? They were terrible. There was a housing shortage and the peasants from the villages built themselves wooden huts and mud houses. These structures popped up all over our city like mushrooms. They were abandoned junk heaps and other similar places where many such structures were built. I am surprised at how God protected them from fire. Nous n'avons pas beaucoup d'images des conséquences de l'industrialisation à marche forcée, car les images étaient interdites. Il y a des exceptions, comme la photo d'un mannequin dans les rues de Moscou en 1930 qui proviennent d'une ancienne tournée clandestinement. It was hard. The stores were always empty. For example, in one newspaper, it was written, but for the May 1st celebration, 150 kilos of pork and 100 kilos of beef were given to the best workers. It was their reward for highly productive labor. À partir de la fin des années 1920, les procès à grand spectacle se multiplient. Ce sont des procès politiques. On reproche aux accusés de chercher à trahir le communisme et Staline. Invariablement, les procès se terminent par des condamnations pour trahison. Cette utilisation de la justice pour faire régner la terreur est une des caractéristiques du totalitarisme dans l'URSS de Staline. Étudions-en les mécanismes. Les premiers accusés des grands procès staliniens sont des ingénieurs de Tchatchi. Ils sont soupçonnés d'avoir saboté l'économie soviétique. Parmi les accusés, 11 sont condamnés à mort, mais 6 d'entre eux furent commués car ils ont coopéré lors du procès. 34 ingénieurs sont condamnés à l'emprisonnement, d'où 3 avec sursis. Un autre accusé des procès staliniens est Serge Efremov, un auteur ukrainien nationaliste. Il est accusé, en 1929, d'avoir comploté contre l'URSS. En 1930, son procès se déroule dans une salle d'opéra. Il est condamné à mort, mais finalement, il fut commué à 10 ans de réclusion. En 1939, Efremov meurt en camp. Staline n'est jamais présent lors de ces procès. Nous pouvons malgré tout parler de procès voulus par Staline, car ce sont des procès spectacles.
Il diffuse les informations à travers les médias comme des magazines et des films. Lors des procès à grand spectacle, aucune preuve ne montre réellement que les accusés ont cherché à trahir le communisme et Staline, en sabotant l'économie soviétique. Les accusés sont torturés avec des interrogatoires d'une durée de 12 heures. Les condamnés avouent finalement leurs crimes eux-mêmes ou sont dénoncés par les membres de leur famille. Pendant les procès, ils seront obligés à avouer leurs crimes devant le public et puissent assister à la scène. Le procès est même filmé, puis diffusé sur les médias comme les journaux. On parle de procès à grand spectacle. Les procès sont organisés comme de grands spectacles. Ils se déroulent dans des salles d'opéra et dans la presse. Staline veut montrer aux soviétiques sans pouvoir. Il trouve les traîtres. Staline veut avoir la confiance et l'amour de son peuple. Dans les années 20, Staline organise des procès injustes, des procès spectacles. Il accuse des personnes innocentes et les condamne aux travaux publics. En 1929, Staline annonce une grande réforme de l'agriculture soviétique, la collectivisation des terres. Les terres ne seront plus la propriété des paysans, mais celle de grandes fermes collectives organisées par l'État dans lesquelles les paysans travailleront ensemble avec des méthodes modernes. Tout le monde sera gagnant. Le travail des paysans sera plus facile et la production agricole augmentera. La réalité est bien plus complexe. La collectivisation des terres se fait dans la violence. Une réforme qui veut moderniser l'agriculture. Staline cherche à moderniser l'agriculture en obligeant les paysans à s'engager dans les exploitations collectives, les kolkhozes et les souvkhozes. Staline utilise des images de propagande nous montrant des paysans heureux grâce à la nouvelle réforme. Une réforme qui se fait dans la violence. Les paysans, en réalité, ne sont pas très enthousiastes à l'idée de travailler dans les exploitations collectives. Mais ils ne peuvent pas s'exprimer ouvertement, car s'ils s'opposent au régime, ils étaient menacés d'emprisonnement ou pire. Ainsi, dans notre village, tous n'entrent pas au kolkhoze de bon gré. Quand circula le registre des adhésions, 25% seulement signèrent, tandis que 75% s'abstenaient. Ils ont collecté les semences par la terreur et en multipliant procès-verbaux et arrestations. Mais d'après Staline, il y avait des paysans riches qui s'opposaient au régime, les koulaks. La radio, le cinéma, les écrivains et Staline lui-même disaient tous la même chose. Les koulaks sont des parasites, ils brûlent le blé et ils tuent les enfants. La famine de 1933 en Ukraine. La famine de 1933 prend une ampleur considérable. Elle est désastreuse en ville comme à la campagne et la mort augmente. La région la plus touchée fut l'Ukraine où il y a eu 6 millions de morts. Comme la famine servit le pouvoir stalinien en éradiquant la résistance paysanne et nationale des Ukrainiens, les historiens se posent des questions. Est-ce une famine programmée ou un génocide contre le peuple ukrainien pour éviter une rébellion? Staline cherche à moderniser l'agriculture en créant des exploitations collectives. Mais les paysans n'étaient pas d'accord, la réforme se fait dans la violence. En plus de cela, les rendements étaient faibles et provoquent une famine désastreuse, particulièrement en Ukraine. Dans les années 1930, le goulag connaît une croissance spectaculaire. Staline fait sans cesse créer de nouveaux camps où ils envoient des prisonniers de plus en plus nombreux. Une telle croissance pose de multiples questions. Quelles sont les conditions de vie et de travail des prisonniers du goulag? Pourquoi une telle croissance du goulag? En quoi le goulag est-il utile à Staline? De 1924 à 1929, il y avait un seul centre de concentration, celui de Solovets. À partir de 1929, les premiers camps commencèrent à exister avec les camps de Belomorkanal, Potma et Dmitlag, situés dans le canal entre la Volga et la Moskova. Staline, avide de pouvoir, fait créer de nouveaux camps où il envoie de nombreux prisonniers, soit les contre-révolutionnaires, condamnés pour avoir pensé ou proféré des paroles contre Staline, ou condamnés pour des faits de droit commun, afin d'imposer son autorité. De 1934 à 1940, le nombre de détenus a quasiment triplé.
Les camps étaient localisés sur l'ensemble du territoire de l'URSS. Le nom officiel du goulag est le camp des rééducations par le travail. On fait voir à la population soviétique une manière de se racheter sur sa faute. Par exemple, les personnes accusées de vol travaillent sous le prétexte qu'en travaillant, on devient un homme meilleur. Le goulag s'inscrit dans un projet de développement économique car ils construisent de plus en plus de camps liés à la mise en valeur économique du territoire. La vie des prisonniers au goulag était très très dure. Ils travaillaient jour et nuit dans un climat glacial. On ne pouvait pas s'échapper facilement du goulag. Le goulag était très surveillé. En 1940, 11 813 personnes ont réussi à s'échapper du goulag. Voici un extrait qui nous montre ce qu'on faisait aux évadés. L'évadé, rattrapé dans la taïga, est exécuté par les opérationnels. On lui a tranché les 2 mains pour éviter de transporter le corps sur plusieurs verses. Il faut bien prendre les empreintes. Mais l'évadé s'est relevé et, au matin, il est arrivé en rampant jusqu'à notre isba. Par la suite, on l'a fusillé pour de bon. Les goulags étaient des camps de concentration. En conclusion, les goulags étaient des camps de concentration russes apparus dans les années 1930. La vie était très dure. En effet, ils étaient condamnés aux travaux forcés. Là-bas, le froid régnait et le calvaire était insoutenable chaque jour. Le canal de la mer Blanche a été construit entre 1930 et 1933. Il est inauguré officiellement en présence de Staline lui-même. Son vrai nom était Belomor-Canal, mais il a été très vite surnommé Canal Staline. Le canal devait être une réalisation exemplaire de l'industrialisation et de la modernisation accélérée de l'URSS voulue par Staline. Mais trop peu profonde, il s'est révélé inadapté à la navigation moderne et, pour tout dire, inutile. Le canal de la mer Blanche se situe au nord-ouest de l'URSS. Il a été construit par des détenus qui n'étaient pas payés pour la construction du canal. Cela a permis à l'URSS de construire le canal rapidement. Staline voulait que le canal de 227 km soit construit en 2 ans, alors que le canal de Panama, qui mesurait 80 km, a été construit en 28 ans. Le canal a très vite été surnommé le canal Staline. Pour aider à alimenter une campagne en faveur de celui-ci, il a annoncé au peuple que les détenus sont des artisans du socialisme pour donner bonne image. Par exemple, la victoire de l'homme sur la nature est une phrase qui qualifie le canal. Le détenu Alexandre Bouya a pris cette photo car il voulait documenter la vie sur le chantier du canal. Cette photo ne montre pas les conditions de travail sur le chantier car les détenus sont en train de manger et de se reposer. Cette photo s'agit d'une propagande car les détenus sur cette photo ne sont pas dans de mauvaises conditions. Les personnes qui construisent ce canal sont des détenus politiques. Ils vivent dans des conditions lamentables. Tout est fait à la main et il y a très peu de matériel. Les prisonniers étaient surveillés 24 heures sur 24 et n'avaient donc aucun moyen de s'enfuir. Pour les motiver, les responsables du chantier disaient aux prisonniers que s'ils finissaient en moins de 20 mois, ils leur rendraient leur liberté. Cette méthode va marcher puisqu'ils vont le faire en moins de 2 mois. Voici un témoignage d'un prisonnier. Au chantier, on n'a pas de machine, même les camions sont rares, et tout se fait à la main, ou parfois à l'aide des chevaux. À la main, nous creusons, à la main, nous transportons la terre des brouettes, à la main, nous forons le rocher et enlevons les pierres. C'est la sueur humaine qui est le moteur de notre travail. Le prix à payer est de 25 000 morts. Ce projet a démontré le pouvoir de Staline. Le canal a été utilisé pour alimenter la campagne de propagande en faveur de Staline et de montrer son pouvoir. Le canal de la mer Blanche a été construit par des détenus en moins de 2 ans pour 227 km dans des conditions misérables et de manière gratuite. En 1936-1938, c'est la grande terreur stalinienne. Le nombre d'arrestations sommaires explose soudainement. Elles sont suivies de procès expéditifs qui soldent par des déportations au goulag ou par des condamnations à mort. Grande nouveauté, personne n'est à l'abri de cette terreur dirigée par Staline, surtout par les grands responsables soviétiques, à commencer par Nikolai Boukharine. Voyons comment la disgrâce soudaine et totale et Boukharine est typique de la grande terreur stalinienne de la fin des années 1930. Avant qu'il soit rédacteur en chef pour Pravda, un grand journal communiste fondé par Lénine, Staline et Boukharine étaient proches et s'envoyaient des lettres.
Il aide Staline à Vienne dans la rédaction de sa brochure, puis en 1917, il gagne la Russie et en décembre, il devient rédacteur en chef de la Pravda. En 1937, la vie de Boukharine bascule. Il est accusé d'avoir trahi son pays et en mars 1938, il reconnaît les faits. Staline n'est pas présent au procès, mais il est l'œuvre du procès car le jury s'est rallié à Staline. Il est aussi l'œuvre du procès car il a reçu une lettre de Boukharine, mais il n'a rien fait. Le procès de Boukharine est un procès spectacle mis en scène car il sait qu'il est innocent, mais il avoue quand même les faits. Ce qui nous montre que ses aveux ne sont pas sans faire et qu'il dit qu'il a complété avant le début du complot. Il n'est pas coupable des crimes qui lui sont reprochés. Il a fait des aveux afin de protéger sa famille. Conclusion. Boukharine n'est pas coupable des crimes qui lui sont attribués, mais pourtant cela n'empêchera pas les juges et Staline de le juger coupable et de le tuer. Le régime totalitaire mis en place par Staline utilise la violence contre les opposants politiques pour étouffer la contestation. C'est assez classique, mais il va en fait beaucoup plus loin. Il utilise la violence politique aléatoire pour instaurer un climat de terreur dans la population soviétique. La grande terreur stalinienne de la fin des années 1930 en est un très bon exemple. Voyons quelle a été son ampleur et qui ont été les victimes. Staline a mis en place des purges qui sont les procès mis en scène pour exécuter ses camarades et donc concurrents. 40 000 à 50 000 personnes ont été exécutées. Nikolai Yezhov a été chargé d'organiser ces purges. Il prend la tête de la police politique, appelée NKVD, du régime en 1936. La population a peur. Yezhov est à son tour purgé et est rendu responsable des excès de 1937-1938. Staline retouche les photos où il apparaît avec Yezhov pour supprimer toute trace de Yezhov. Le NKVD donne l'ordre 00447. Cet ordre consiste à exécuter toutes les personnes contre le régime de Staline. Il n'y a plus de liberté. Le pays est donc censuré. On peut parler d'empalement de la terreur, car 767 000 personnes sont condamnées, dont 387 000 personnes fusillées dans le cadre de l'ordre 00447. Sidorov a été fusillé pour avoir évoqué des propos contre Staline. Les opérations nationales sont des exécutions pour lutter contre le nationalisme. Ces opérations font 400 000 morts. Staline ne veut pas que les nations minoritaires aient leur propre État. La Grande Terreur réunit 3 opérations dévastatrices qui éliminent les ennemis potentiels de Staline. Le carnage fait près de 800 000 morts. Merci. Non, fallait appuyer là. Non, il a dit que... Non, fallait appuyer là pour la petite sauvegarde ici. It was very world for highly productive labor.
This is a